Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire, dans les renouvellements de la littérature en France depuis 1968, Récits de voyage. Rien de plus traditionnel, de plus français que le récit de voyage, même si les chefs-d'œuvre du genre, au XXe siècle, L'Afrique fantôme, 1934, de Michel Léris, La chronique du XXe siècle de Paul Morand, Les tristes tropiques, 1956, de Claude Lévi-Strauss, s'écrivaient déjà en haine du voyage et en dérision d'un type de narration stéréotypé. Le voyage, écrit le dernier nommé, est une duperie. Tout cela paraît vrai à qui n'en a vu que les ombres. Le récit ethnographique dissout les illusions du pittoresque ou de l'exotisme. Voici que dans les années 1970, le voyage intercontinental se démocratise au point de rendre difficile d'écrire, comme Barrès ou Giono, les éblouissements d'un voyage en Italie. En réaction à ce tourisme de masse, s'institue un discours élitaire et arrogant, dont Bruckner et Finkielkraut opèrent le démontage et la parodie dans un réjouissant essai, Au coin de la rue, L'Aventure, 1878. Le récit de voyage ne s'est pas tari pour autant, mais il s'est diversifié et sophistiqué. Il renonce le plus souvent à concurrencer le guide touristique pour mettre en scène les visions d'un voyageur. Le voyage en Chine fait exception à la cette règle. Jusqu'en 1976, il donne lieu à des volumes d'autant plus copieux que le séjour a été bref, et devient un inévitable rite d'intégration à la haute intelligentsia. De ces best-sellers vite dévalués, il est charitable d'oublier les titres et les auteurs. Les témoignages de militants français sur de longs séjours en Chine, les Corses des Pierres de Claudie et Jacques Proyel, ou en URSS, rue du Prolétaire Rouge de Nina et Jean Caillan, ont beaucoup plus de prix. C'est l'expérience de la vie quotidienne, au ras du sol, qui fait l'intérêt de ces carnets de notes d'un exil volontaire. Le voyage peut se détacher au contraire du reportage, recourir à un jeu autobiographique, et parfois traverser des contrées dont le degré de réalité et d'imaginaire est indécis, en particulier quand il s'agit de l'Extrême-Orient devenu, après 1968, le grand pôle d'attraction. En témoignage, parmi d'autres, l'Inde des grands chemins de Jacques Thiolois, littérale mouture du vagabondage, où l'on sent l'influence et mardeur de l'Amérique. Miller, Kerouac, Bureau. On préférera peut-être l'Anti-voyage, 1974, de Muriel Serres, qui, avec Les rois et les voleurs, 1975, souvenir d'adolescence à peine romancée, constitue le brillant diptyque d'une jeunesse et l'image crédible d'une génération. Il est aussi possible de se replier sur notre territoire national et de jouer d'un genre mille fois illustré dans le passé, de confronter les textes et les terres, les lectures et les rencontres. Jacques Lacarrière, quand il n'évoque pas la Grèce d'hier et d'aujourd'hui, retrouve les attraits du voyage pédestre en France et se donne un style érudit, méditatif et poétique qui lui est propre. Chemin faisant, 1977. Mais qu'il s'agisse de France ou de Patagonie, c'est assurément Henri Michaud, l'auteur du voyage réel en Équateur ou fictif en Grande Garabagne, ou des incursions dans le lointain intérieur ou l'espace du dedans, inspire toute une littérature de l'étranger et de l'étrange. Gilles Lapouge, dans ses Équinoxiales, 1977, se situe bien dans cette lignée, et à cette hauteur. Le récit de voyage devient autobiographie, mais plus fantaisiste et plus elliptique qu'une autobiographie classique. Je vous lirai le premier extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.